chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous préenregistrons donc cette émission du Libre Journal de la Liberté de Penser que vous entendez donc le 20 novembre 2024, mercredi. Exceptionnellement, ce ne sera pas mon amie Clara Schneider, trop prise sur le plan professionnel, qui la dirigera. Ce sera donc moi, Anne-Laure Mahler. Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités que vous ne connaissez pas dans cette émission, puisque je crois que Philippe Pichon n'est jamais venu au Libre Journal de la Liberté de Penser. Il est venu à la plus grande France chez moi, mais pas dans le Libre Journal de Clara. Et puis en fin de partie, donc d'ici 1h et quart, vous entendrez Thibaut de Chasset qui nous parlera des éditions et librairies indépendantes. Alors, nous allons tout de suite passer à Philippe Pichon. J'ai titré votre partie d'émission, cher Philippe, 40 ans de poésie et de littérature, quand la délicatesse du poète cisèle la flèche du chasseur d'illusions. Et pour que les auditeurs se rendent compte à quel point vous avez joué et eu une mauvaise influence sur moi lors de la préparation de l'émission, la partie de Thibaut de Chasset a été intitulée Édition et librairie indépendante, véritable archer de la guerre culturelle. Donc, Philippe Pichon, vous corrigerez la petite présentation que je fais. On ne peut pas corriger quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi léger, ça commence très fort. Vous êtes poète, romancier, chroniqueur, critique littéraire, et c'est par là que je vous ai découvert pamphlétaire. Nous citerons vos œuvres au fil de l'émission. Alors je vais vous corriger tout de suite sur romancier. Oh. Prosateur certainement, romancier non. Non. Quand on connaît les grands noms du roman, je n'ai pas cette ambition, je n'ai surtout pas cette prétention. Et ce qui traite toujours... Bon, on reviendra au détail parce que si je fais des sorties dès maintenant, nous ne suivrons pas le plan, en tout cas les sujets que je souhaite vous entendre traiter. Vous êtes, j'ai noté sur ma petite fiche, accessoirement policier à la retraite et lanceur d'alerte. Pas accessoirement, j'ai vécu, j'allais vous dire, 20 ans d'une expérience folle dans la police nationale, avant de m'en faire débarquer par Nicolas Sarkozy, pour m'avoir collé l'étiquette de lanceur d'alerte, ce que je ne suis absolument pas. J'aime les choses précises, on en reparlera pour la poésie, et donc j'ai refusé d'exécuter des ordres illégaux, ce qui ne fait pas du tout moi un lanceur d'alerte, mais je me suis fait débarquer en effet de la police nationale il y a quelques années maintenant. Ce qui vous a valu les hommages de personnes qui sont normalement des adversaires féroces. Et même de Mediapart. De Radio Courtoisie. J'ai sur un malentendu. Libération et Mediapart, mais parce que vous avez été libre jusqu'à ce point. Alors, je suis très fier de Libération, pardon, je vous interromps puisque vous me branchez sur le sujet. J'ai eu la DER de Libération. Entre un grand rocker et puis une petite starlette française, donc c'est vous dire quand même que je suis fier de cette DER qui s'appelait Poulet grillé. Oui. Et comme j'aime les mots, ça m'a fait beaucoup rire. C'était plutôt bien tourné. Moi je vous ai découvert dans le Libre Journal de la plus grande France par votre dernier ouvrage paru aux éditions du Verbe Haut qui s'intitulait « Pourquoi la littérature du vagin respire mal, les daltoniennes de l'écriture inclusive » où j'ai découvert un auteur qui a une jolie plume acérée, normale pour un pamphlet. Et surtout, ce livre, outre qu'il déboulonne méticuleusement un certain nombre d'idoles de la littérature dite féminine, est extrêmement instructif et donne au grand public et aux personnes qui ne sont pas férus de littérature des clés de compréhension et une piste d'enrichissement, j'allais dire un vernis culturel. Et donc je recommandais à l'époque chaudement votre livre, à la fois pour les combattants dans la guerre culturelle, mais aussi pour ceux qui veulent s'instruire. Et j'ai testé votre livre auprès de 2 professeurs de français qui l'ont adoré. Pour justement tout ce qu'on peut apprendre à la lecture de ce livre qui est
finalement somme toute réduit, puisque vous avez même pas 180 pages concernant le livre lui-même. Mais je vous interromps, c'est tout sauf un précis de littérature. Hein. Non, c'est pas un précis de littérature, et donc il se veut pas didactique, il se veut drôle. C'est drôle, et pour ceux en fait qui sont un peu effrayés justement par les précis de littérature, là vous apprenez en vous amusant. Voilà. Donc c'est pas du divertissement parce que vous frappez fort un certain nombre d'auteurs, mais on apprend énormément en s'amusant, et vous couvrez notamment, pour ce que j'en ai compris, la littérature du XXe siècle, qui sert aujourd'hui de racine à un certain nombre de trissotins qu'on voit sur les plateaux de télévision. Et donc, vous nous permettez, quand l'instinct nous dit que ce poète ou ce soi-disant grand auteur est en train de nous raconter des salades et que nous ne sommes pas certains de la qualité de sa plume, eh bien, par votre ouvrage, le quidam moyen en fait se sent consolidé et rassuré en se disant non, mais ce n'est pas juste le fruit de mon ignorance. Effectivement, quelqu'un qui connaît bien la littérature a jugé que effectivement cet auteur était mauvais. Alors je ne sais pas si je la connais bien, mais je la vis. Et l'idée du livre, c'était de dire peut-être il faut décorréler le mouvement féministe de la littérature féminine, à charge pour ceux qui en parlent de la définir, parce que précisément, et c'était l'objet de notre long entretien la dernière fois, il n'existe pas de littérature féminine, pas plus qu'il n'existe une littérature masculine. Exactement, il existe une littérature avec des auteurs, femmes ou hommes. Point. Exactement. Femmes ou hommes. Et voilà, à la faveur de nos échanges, il se trouve que vous fêtez cette année vos 40 ans d'édition. Je l'ai fait bien. De publication. Et j'ai le plaisir, je suis très heureuse de vous recevoir pour commencer ces festivités. Voilà. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors, 40 ans de publication de littérature. La première chose qui m'a fait sourire, donc pour préparer l'émission, je me suis plongée dans vos recueils de poésie, qui n'est pas la littérature que j'ai l'habitude de lire, parce que par passion, je lis plus des essais, des sujets économiques et politiques. Et je tenais à faire... Alors, d'abord, vous êtes un poète, un auteur reconnu. Vous avez reçu de nombreux prix. C'est important pour et puis pas forcément le prix du point BHL, ce qui permet aux auditeurs... ni celui de Mediapart, qui permet aux auditeurs simplement de souligner qu'il existe un monde de la poésie et de la littérature qui est bien vivant, avec des artistes qui savent reconnaître en fait les talents. Il ne s'agit pas de se reconnaître entre soi, mais de reconnaître les talents, même des personnes qui seraient extérieures aux habitudes, aux clans, aux familles, voilà. Et puis aux personnes qui sont nées avec du talent dans leur berceau, il y en a. Et votre poésie est une jolie poésie contemporaine, qui est accessible à tout le monde. Et c'est la première réflexion que je me suis faite en lisant vos travaux, c'est de me dire, mais vraiment, il y a dans la poésie les mêmes difficultés que dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une poésie de surface qui nous est donnée à voir, qui est peu séduisante, et puis toute une vitalité de la poésie française, qui est héritière d'ailleurs de notre grande littérature. Et pour moi, vous faites partie d'une de ces incarnations. Voilà, peut-être modeste, je n'arrive pas à vous situer, je n'ai pas la culture pour, mais en tout cas, voilà, grâce à vous, j'ai renoué avec cette littérature contemporaine française, la poésie. Comme un autre poète que j'ai eu le bonheur de découvrir pour le service des auditeurs de Radio Courtoisie, évidemment, il y a une forte sensibilité, une jolie plume, et vous arrivez à rendre beau le quotidien. Voilà, donc on le trouve dans vos poèmes. La question que je me suis posée, c'est en fait, vous écrivez tous les jours, donc la poésie fait écho à ce que vous avez observé ou vécu dans vos journées.
Alors d'abord, comme vous me créditez d'un brin de plume et d'un peu de talent, j'ai un peu de talent parce que je n'ai pas de génie, contrairement à d'autres. Le vertige de la page blanche, je ne sais pas ce que c'est. J'entends beaucoup de confrères, si tant est qu'il y ait une confrérie poétique, dire j'écris de 6h à 8h. Moi j'écris quand l'inspiration vient, etc. Ou ne vient pas, en me forçant un petit peu, en travaillant les textes. Et votre question, c'était est-ce qu'il y a une filiation, évidemment. Et la filiation, elle est très loin de cette poésie intellectualiste, ce qu'on a appelé la poétique, c'est-à-dire pour commencer par être désagréable avec quelques poètes, très loin de ce qu'on a appelé les oulipiens, vous savez, l'oulipo. Non, je ne sais pas. Donc l'ouvrard de la littérature potentielle, des gens comme Roubaud, etc., etc., très loin de ces gens qui ont un public, c'est pas le sujet, hein, qui sont 1000 fois plus connus que moi, c'est pas le sujet non plus, très loin de ces gens comme Philippe Jacotet, Michel de Guy, tel quel, hein, Solers, etc., qui a produit également des poètes comme Denis Roche, etc., pour revenir ce qui est mon essentiel à moi, qui est l'émotion. Et pour ça, je me suis mis, non pas dans les traces, ni dans les pas, ni dans les traces de grands noms qu'on va évoquer, mais peut-être en dessous, parce que quand je les lis, je ne peux plus écrire. Je pense évidemment à ce poète Carrefour, Baudelaire, hein, pour le 19e siècle. Je pense évidemment à Verlaine plutôt qu'à Rimbaud. Je parle à Mallarmé, je pense à Mallarmé qu'on a informé un peu faussement dans cet hermétisme politique. Et puis il y a eu tous mes compagnons de route, j'allais vous dire, des gens qui m'ont... Les sentinelles du soir, c'est le terme qu'utilisait Élie de Saint-Marc. Oui, Quels sont vos sentinelles du soir, ces hommes qui vous ont nourri? Les compagnons de chevet. Voilà, c'est ça. Il y en a trois, hein, vraiment, trois. Saint John Perse, pour ce lyrisme ample. Vous avez d'ailleurs fait une petite, un essai sur oui, Saint John alors Perse. modeste étude qui a été publiée, parce que c'est pour moi d'abord quelqu'un qu'on ne lit plus, qu'on enseigne peut-être encore, mais voilà, qui est un homme pleinement du XXe siècle. Hein. Il y a Marie-Noël, que vous connaissez à l'ombre de sa cathédrale d'Auxerre, qui est une poétesse du début du XXe siècle, qui a fait beaucoup de choses, les chansons et les heures, et donc des choses... dans la veine d'un Peggy, par exemple. Et puis, il y a surtout également mon mentor, vous allez me dire, je ne connais pas, ou peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Pierre Auster, qui lui a fait des poèmes comme Le sang des choses ou 29e poème, qui est décédé maintenant, hein, qui était né en 1933 ou 1935, et que j'ai rencontré un jour à la maison de poésie de la rue Balue. Vous savez, la maison de poésie de Paris, c'est au siège de la SGDL, donc dans la rue Balue, dans le je ne me rappelle plus l'arrondissement. Vous aviez donné l'adresse sur une des notes, je vais la retrouver. D'accord, peu importe. Et qui avait découvert les petits poètes, les petits poèmes un peu naïfs que j'avais fait publier, en fait, que les écoles avaient publié, puisque vous l'avez rappelé, mon premier poème, c'est 1984. Et il avait trouvé qu'il y avait une sorte de candeur, de fraîcheur, de naïveté, que sais-je encore. Et on a discuté, il a trouvé que j'aimais la littérature, que je m'intéressais à la littérature. Vous aviez quel âge quand ce premier En 1984, alors pour ce premier poème publié, j'étais en 3e. Parce que mon premier poème, c'est votre tout premier poème, CE2. Les éditeurs nous écrivent 7 ans. C'est ça. Vous aviez 7 ans. Donc vous êtes vraiment un très vieil auteur. C'est ça, absolument. Et hélas, 7 et 8 ans, hein, puisque c'était un petit concours qu'organisait la mairie de Neuilly-sur-Marne. Et en réalité, 7 ans est un âge que je tente d'oublier, qui correspond à mon viol, pour tout vous dire. Oui, j'ai vu qu'il y avait un ouvrage là-dessus. Alors, je ne voulais pas vous embêter je vous le avec... dis parce que je pense que vous m'embêtez pas, parce que ça a été évidemment le déclic, le déclencheur. Et donc, ça a été pour moi, pour combler l'abîme, la brisure, oui. La brisure, la nécessité de tenter de la colmater, même si on ne la colmate pas. Donc, en s'intéressant, l'autre jour, vous me le disiez quand on s'était rencontrés la première fois, j'ai tout lu de la bibliothèque de mon père, qui n'avait pas forcément que des bons ouvrages, mais peu importe, il y avait cette avidité, ce besoin de s'accaparer du beau. Et donc, assez naturellement, la poésie. La poésie, puisque c'est quoi le beau? C'est agenouiller l'âme. Et donc, pour me remettre, si tant est qu'on s'en remette, aller voir la poésie. Et donc, en fin CE2 ou en 3e, la rencontre de Pierre Auster, qui va me mettre en contact avec quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'émission, qui s'appelle Jean Breton, qui avait les éditions Saint-Germain-des-Prés.
et qui m'a donné la possibilité de publier mon premier recueil, Ombre Close. Et de là, le souhait de participer également à des concours littéraires, etc. Et donc, vous ont porté en fait vers les concours, qui sont importants parce que en fait, les concours littéraires sont déjà un exercice pour le poète, parce que la vocation du poète, pas pour tous, mais en fait, c'est aussi que sa poésie et son âme soient entendues par d'autres. Donc il faut pour ça avoir le courage d'être et de publié. Exactement. Voilà, se de mettre se mettre en avant. Se mettre sur la place et donc publique. ces personnes vous ont porté un petit peu, poussé un petit peu en avant. Absolument. Et donc aussi cette idée de maîtriser un petit peu son ardeur par des règles de prosodie. Mais il y en existe également dans la prose, on appelle ça la syntaxe. Et donc, très rapidement, je me suis dit, si on te dit que c'est artificiel, en réalité, c'est pas artificiel, ça doit devenir alexandrin. Alexandrin doit devenir une sorte de fleuve. Et donc, laisse-toi quand même porter par ton émotion, oublie la prosodie dans un premier temps, quitte à retoucher un petit peu ton émotion. Après. Exactement. Parce que le premier jet... à faire quelque chose de plus musical. Alors pas forcément musical, parce que ça, l'image, est trop fréquente. Oui, la métaphore et l'image est souvent trop fréquente au point peut-être d'obscurcir le texte, mais en tout cas de se maîtriser sur des retours à la ligne, des formes un peu obligées, des passages obligés que sont le sonnet, etc. Et donc vraiment canaliser son émotion, mais sans la tarir, et aller vers quelque chose de plus fluide, de plus... Donc, c'est pour ça que j'ai pu être touchée par vos poèmes, alors que ils ne sont pas... Voilà, c'est pas travaillé comme quand on lit des alexandrins ou des textes qu'on retrouve, on en parlait en antenne dans l'anthologie de Georges Pompidou, qui est un bon point d'accès pour le Pékin moyen à la poésie. Mais vos poésies touchent, parce que c'est un langage précis, actuel. Il y a un rythme, donc il y a des belles images qui nous sont suggérées. Mais pourtant, j'ai fait cet exercice, je me suis dit, mais c'est joli, mais pourtant, c'est pas en alexandrin, c'est pas... Et il y a une forme de musicalité, effectivement. J'aimerais écrire en poésie ce que fait Gracq dans le roman. Vous voyez, c'est un peu ambitieux, parce que si vous allez dans des textes de grands auteurs, je pense à Céline. Eh bien, on le sait maintenant à force de l'étudier, dans le voyage au bout de la nuit, il y a des passages entiers écrits en alexandrin, dissimulés dans la prose. Et c'est ce que j'ai voulu bien modestement faire avec l'ouvrage que vous montrez là au basalte de l'âge, glisser partout des alexandrins. Vous pouvez... sans que le lecteur ne s'en rende compte. C'est pour ça qu'on arrive quand même à avoir une forme de musique. Absolument. Je comprends maintenant pourquoi j'ai été... parce que la poésie sans rythme... c'est plus de la poésie. Qu'on nous donne à lire aujourd'hui, moi, ne me touche pas. Oui, alors vous avez de la poésie pourtant ultra... J'essaye de pas jouer les précieuses ridicules, c'est-à-dire... de laisser sa chance à l'auteur. Mais je n'arrive pas à être touchée par cette poésie. Et pourtant, la vôtre, on n'a pas de forme fixe et on se laisse toucher. Est-ce que vous m'autorisez à lire ? Celui de votre choix. Celui de mon choix. Alors, je ne peux pas tout vous lire, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'en profite pour remercier l'éditrice, qui n'est plus éditrice, hélas. Ça appartient à une trilogie aux éditions Prolégomène. Dans un format à l'italienne que j'aime beaucoup. Avec une jolie illustration. Exactement. Donc là, c'est un texte que vous trouvez au basalte de l'âge, le premier tome. C'est ça. Que vous avez eu un deuxième tome. Donc, pas pris au hasard, tout à fait, chers auditeurs de Radio Courtoisie. C'est-à-dire que j'avais un certain nombre de poèmes qui m'ont touchée. Et donc, après, j'ai fait presque un tirage au sort parce que je ne pouvais pas tout lire et je ne pouvais pas tout... Je ne savais pas quoi choisir. Après la crête m'attend toute finalité. À la gravir s'émousse mon haleine, brûlure des espérances déçues, sans cesse renouvelées. Vous scellez ma lèvre d'une plaie vivante. Encore un pas encore. Surgissent toujours un versant,
une pente, mur d'horizon qui dissimule les paradis des rêves exaucés. Plus d'autres perspectives que cette immobilité d'un bonheur comblé. Terre conquise de haute lutte, demeure au mur de granit qui m'enserre, vêtements longtemps portés. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce texte-là m'a touchée. Alors, je ne le lis peut-être pas, je ne fais pas honneur à votre texte par ma lecture. Après, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit vous qui lisiez votre texte. Je suis venu avec deux textes que vous me permettrez de lire, dont un qui est inédit et qui devrait sortir peut-être chez Sylvain Durin également au Verbe Haut, dans un recueil qui s'appelle S'approcher du silence et mourir comme l'on sautait, s'approcher du silence et mourir comme l'on sautait. Et ce que vous venez de lire, ça répond quand même et ça figure, ça correspond parfaitement à ce que j'essaie de vous expliquer. Mon face-à-face avec la nature a donné naissance à ce lyrisme retenu, contenu, que j'avais trouvé chez les plus grands, Saint-Jean-Perse, Claudel, Pierre Auster et d'autres, Jouve, etc., donnant naissance à une sorte de collaboration où le nom de Dieu n'est jamais prononcé, mais sa présence présupposée à la nature, etc., et qui s'exprime en versets et non pas en rime nécessairement classique. Donc une poésie de facture classique, c'est ce que vous dites, mais avec des formes ou avec une musicalité assez inventive. Voilà ce que j'ai voulu faire. En tous les cas, sur ces trois recueils qui font partie de la trilogie que vous avez citée, Au basal de l'âge, L'éphémère en héritage et La joue parasée de la solitude, comme moi aujourd'hui, parce qu'il y avait cette idée qui est dédiée à James Sacré, qui fait partie des grands auteurs que j'invite nos lecteurs à lire, qui est toujours un poète vivant, parce qu'on a l'impression que tous les poètes sont morts. Oui, c'est ça, mais comme on nous montre des grands musiciens, ils sont tous morts, et il existe aujourd'hui des grands musiciens, des grands compositeurs. Et des grands poètes qui sont vivants, bien vivants, et qui continuent de créer. Et qui sont, qui sont parfois dans de grandes maisons d'édition, etc., qui ont derrière eux 50, 60, 80, que sais-je encore, recueils derrière eux, et qui représentent même la France dans tous les pays francophones, etc. Donc, c'était aussi cette idée que, depuis le viol dont on a parlé, ma solitude nourrit une œuvre étrangère aux modes, vous l'avez dit, et que le silence, j'ai été pétri de silence, la possibilité de parler de cet événement, etc., mais que le silence n'est pas forcément le taire. Le silence, chez moi, avait la parole. Et je me suis dit, fais quelque chose de ça, ne reste pas sur cette expérience, en tous les cas négativement sur cette expérience, non pas qu'on puisse la transformer positivement, mais renaît et donc crée quelque chose de cette expérience. Et je crois que de cette expérience est né non seulement le goût de la littérature, mais la possibilité, certes modeste, de créer quelque chose par l'écrit. Un univers. Alors, on renoue avec la mission du poète, qui est de sublimer le réel, voire le laid. Oui, Baudelaire donc, encore. Ce qui fait que quand les poètes cultivent le lait, eh bien malheureusement... C'est que la vache n'est pas loin. Le public aussi, en fait, quand on s'approche de la poésie, c'est pour retrouver du beau. C'est comme pour entrer dans une église, pour trouver du calme, un moment intemporel de beauté. Et donc, effectivement, lorsque les poètes qu'on nous met en avant, ce sont des gens qui cultivent le lait, la destruction de la langue française, on ne peut pas rentrer dans cette poésie. En fait, même en étant ignorant, c'est comme l'art contemporain, on peut pas aimer cet art torturé. Bien que les poètes puissent être torturés, mais pour en faire quoi? Mais après, voilà, ils nous aident à surmonter le lait. C'était mon propos liminaire de vous dire, moi, les poéticiens, donc les gens qui ont, comme les structuralistes, etc., tellement travaillé les formes, déstructuré la poésie, ne m'émeuvent pas. Alors peut-être que le travail, comme les linguistes l'ont fait, Jacobson et d'autres, avait une... Mais c'est laborieux. C'est surtout que ça sent le travail, ça sent l'intellectualisme. Et donc, quand ça ne m'émeut pas, vous parlez d'art contemporain, j'ai pas besoin qu'on me mette des sous-titres à une œuvre. Je parle de l'art pictural, là. Soit elle me parle, elle m'émeut, éventuellement je lui communique quelque chose en retour, j'en sais rien, une sorte d'échange, si tant est qu'une toile réponde ou vous répond. Une forme d'interaction. Exactement.
J'ai horreur dans les musées d'art contemporain des longs textes et des articles de presse que qui vantent. Que je ne comprends pas la plupart du temps. Même le bleu clin, vous savez. Moi, je vois peut-être une piscine, je vois le ciel, je vois ce que je veux. Je vois vous qui êtes tout en bleu aujourd'hui. Mais j'ai pas besoin qu'on me dise Klein a voulu dire qu'il l'a décliné après. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est de la technique. Oui. Et parfois même, ça sent le travail. Et quand j'essaie de faire un texte, et quand on me dit il y a du métier, alors là, c'est complètement raté. Ça vous fait peur? Ah bah complètement, parce que même quand des poètes me disent là, tu as vraiment bien travaillé la scansion, la musicalité, je me dis, mon Dieu, c'est terrible, parce que si on voit l'arrière-boutique, la cuisine. Quand je vais au restaurant, moi je me fous de savoir ce qui se passe en cuisine. C'est comme la haute couture, on ne veut pas savoir quels sont les détails qui ont amené à l'œuvre d'art. Et donc, je pense que la poésie, c'est pareil. Je pense que ça l'est pour des arts mineurs comme ça, comme le théâtre également. Ce qui s'est passé dans les coulisses, je m'en moque complètement. Vous avez écrit une pièce de théâtre? Oui, qui pour l'instant n'a pas été, qui était lue encore en dormance, mais qui était en dormance, très beau. J'ai eu une petite touche. Elle n'a pas été créée encore. Elle n'a pas été créée. J'adore cette expression. Elle n'a pas été montée, si je puis me permettre. Mais il y a eu une lecture publique de cette pièce qui s'appelle Scène de crime, qui serait quelque chose entre Ionesco Beckett et puis Claudel. Vous voyez que l'écart est important. Qui sera le héros de votre prochaine publication? Claudel? Non. Alors la prochaine publication, non. On attend pour 2025, le bébé 2025. Le bébé 2025, alors même 2024, mais Sylvain Durin est en retard. C'est pour décembre. Donc nous l'aurons pour Noël, le bébé. J'espère. Pour la crèche, qui s'appelle, puisque le BAT a été fait, etc., Des années Solex aux minutes McDo. Ah non, et du coup, vous ne parlez pas de Claudel. Pourquoi j'avais en tête que vous nous... Parce que pour 2025, vous pensiez à Envisager Dieu où il y a Claudel. Oui, voilà. Toujours trompé de bébé. Toujours, ce seront des jumeaux, toujours chez Sylvain Durin. Et donc là, Claudel, mais avec d'autres, où je reviendrai très largement sur, bien qu'étant agnostique, le titre Envisager Dieu, il y a quelque chose, alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la maladie, est-ce que c'est la mort qui arrive, je ne peux pas vous dire, il y a quelque chose qui fait que... Ou la grâce qui travaille. Quelque chose fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on nous prend la main. Oui. Et que faut accepter cette main. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du chemin, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et donc, sous un noisetier, se dire, regarde comme c'est joli, ces feuilles qui tombent, etc. etc. Et que même s'il n'y a pas appelons l'autre, appelons l'ailleurs, etc., appelez-le comme vous voulez, il y a quelque chose qui fait... Moi, je lui donne un nom, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Vous lui donnez un nom. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en effet, la beauté avec un grand B tombe comme ça, et que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des horreurs, elle est là. Voilà. Et donc, c'est l'objet du... Je ne peux pas vous dévoiler, mais vous me réinviterez. C'est sûr. Le livre est directement lié à une correspondance avec Charlotte Dornelas, que vos auditeurs doivent connaître, sur le fait que, c'est un peu le pari de Pascal, quoi qu'il arrive, il faut croire. Parce que si vous croyez, mais qu'il n'existe rien, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Voilà. Mais s'il existe quelque chose et que vous n'y avez pas cru, voilà. Et donc je suis parti de cette idée. Et surtout, je pense que encore par les temps qui courent, vous pouvez ne pas y croire parce que vous avez une vie qui peut justifier que, en tout cas, des passages de votre vie qui vous ont fait toucher au mal et donc à l'absence de présence de bien. Et puis notre culture aujourd'hui n'aide pas à porter la foi, mais cette présence et cette chose qui est à l'œuvre, en fait, c'est moins de ne pas croire en sa présence que d'agir contre lui, de faire le mal. Vous avez raison. C'est de faire le mal. Ouais. Et ça, il existe des gens qui font le mal absolu. Que vous ayez exercé votre liberté, soit par ignorance, soit par blessure, pour l'instant, de ne pas croire, c'est une chose qui vous sera sans doute pardonnée. Mais là où la négociation va être plus compliquée après la mort, c'est si vous avez délibérément choisi le mal. Alors, deux choses. En sachant que vous blessiez. Sur ce que vous venez de dire, croire en rien est impossible. Oui.
Et deux, cette lente maturation. J'en suis, pour faire court, au pilier de Claudel. Vous voyez, je suis appuyé sur le pilier et je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis au pilier. Puisqu'il a fallu plus de... Ça, c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein, il a fallu plus du pilier pour Claudel pour aller vers la conversion. Hein, oui, c'est la ligne de départ. C'est après, ça, on résume Claudel au pilier, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc j'en suis là. J'ai pas envie de me presser. Il faut pas. Parce que le temps est parfois non. beau. Non. Et donc ce livre va être, si tant est que je puisse en faire d'autres, va être une sorte de jalon important dans l'œuvre. Je m'en étais déjà un petit peu rapproché avec Cieux défunts, ciel défait, où je l'appelais « il », mais pas nécessairement avec une majuscule, et je me disais, qu'est-ce qu'il y a là? Et donc du coup, si vous me le permettez, je fais la transition avec un des poèmes, alors là vous allez me dire, non, vous êtes plus loin du pilier, qui a été multi-récompensé, pardon de cette prétention, qui s'appelle « Silence », et qui fera partie du recueil. Rappelez aux auditeurs multi-récompensés la date de cette récompense. D'accord. Alors c'était en 2000, la plus récente, 2023, ce qu'on appelle une fleur de lys, parmi les plus hautes distinctions françaises. C'est la fleur du genre, c'est l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui est la plus importante institution, en tout cas la plus vieille institution littéraire de France, 1323, qui est la grande sœur de l'Académie française, puisque c'est à partir de l'Académie des Jeux Floraux qu'on a créé l'Académie française. Donc c'est pour permettre aux auditeurs qui sont ignorants un peu comme moi, de bien comprendre en fait la vitalité actuelle du monde de la poésie. L'Académie. Et donc, s'ils sont curieux, par exemple, de trouver des poètes et de trouver de la poésie contemporaine, peut-être déjà se référer aux lauréats de ce type de concours. D'autant qu'ils accueillent en leur sein maintenant des slammeurs. Vous voyez, de la poésie scandée, chantée, etc. Et donc, on n'en est plus du tout à cette poésie un peu poussiéreuse qu'on nous déclamait quand j'étais un petit peu à l'école. Et parmi les slameurs, on peut trouver des vraies belles choses. Absolument. Voilà, absolument. Donc ça permet... Il suffit d'aller sur le site de l'Académie des Jeux Floraux. Voilà. Chaque année, il y a un concours dans différentes catégories. Et vous avez donc en regard des catégories, un lauréat pour une catégorie. Pour vous donner un exemple, sur une catégorie comme ça, vous avez 3000 candidats et vous avez un lauréat. Bon. Donc, ça veut dire que les gens ont un peu de... Pour ceux d'entre nous qui sont le plus attachés à notre littérature classique et qui déplorent l'effondrement de la culture française, j'aime bien citer cet adage qu'utilisait mon ami qui a fondé le Cercle Fraternité. La tradition, c'est la passation du feu, pas la vénération des cendres. Et c'est vrai aussi en poésie. Donc effectivement, on met en lumière aujourd'hui un certain nombre d'artistes que l'histoire oubliera d'ici 2-3 ans. Hein. On peut penser chez les anglo-saxons à Puff Daddy, par exemple. Mais loin de ces gens-là qui sont très médiatisés, il y a des artistes de notre temps qui font de la poésie avec des méthodes d'aujourd'hui et qui arrivent à rendre le beau. Et peut-être qu'en suivant justement cette académie, vous trouverez ceux qui veulent mettre en avant une poésie moderne avec des beaux textes et des belles images, comme dans l'art contemporain, il y a des merveilles. Vous trouverez dans ce type de concours des poètes modernes et réellement beaux. Oui. Voilà. Alors, on vous écoute pour votre poème à vous. Le texte s'appelle « Silence ». Marie, vous souvient-il de votre corps charnel, de vos yeux qui s'ouvraient pour s'aveugler de ciel, de vos pas qui pesaient lourdement sur le sol? À peine. Et de vos mains servantes du miracle? À peine. Et de cette eau de source qui semblait rafraîchir à la fois la bouche et la mémoire? À peine. Et de ces clairs parfums qui voyageaient? Et de la rose, apothéose de l'argile? À peine. Et de ces fruits qu'on mangeait en rêvant? Et des oiseaux heureux qui s'animaient dans le vent? Et du jardin et de la ruche et des abeilles qui dérobaient aux fleurs des cristaux de soleil? À peine. Mais de quoi Marie vous souvient-il? Il me souvient surtout des quêtes de silence. Vous voyez, j'ai même dépassé le premier pilier, là. Il faut absolument que vous lisiez, je vous transmettrai, le beau poème de
Guérin sur Notre-Dame de Fourvière. Le jeune poète dont vous me parliez. Romain Guérin, exactement. Alors, vous nous avez brièvement parlé de vos sentinelles du soir. La question que je voulais vous poser, c'est vous avez été porté donc par des messieurs et vous avez gardé cette poésie. Et une dame. Rappelez son nom. André Chédid. André Chédid. Alors, quels sont vos amis? Parce que j'ai relu les notices de vos maisons d'édition. Alors, vos éditeurs vous aiment beaucoup. Et donc, les notices sont particulièrement tendres. C'est vrai. On arrive, grâce à ces notices, vous faites l'effort quand même de vanter votre travail. Mais on a peine à avoir un CV complet. Et c'est en croisant ces notices qu'on a, par impressionnisme, on arrive à saisir un petit peu l'ampleur du personnage et du poète Philippe Pichon. D'abord, je me sens très à l'aise, très mal à l'aise dans les biographies. Et la vôtre en particulier. Oui, la mienne en particulier. Et donc, en effet, j'aime me définir plutôt par des amitiés qui peuvent être antinomiques parfois. Et donc, quels sont vos amis poètes? À l'heure actuelle, vous voulez dire. Donc, je vous ai cité James Sacré. Je pourrais vous citer Jean-Pierre Lemaire, qui est assez proche du travail que faisaient les grands mystiques d'autrefois, mais dans un langage parfaitement contemporain, que les auditeurs pourront trouver aux éditions Gallimard, donc presque une tête de gondole, si vous me permettez cette exception. Accessible aux tout venants comme moi, me semble-t-il. Allez voir Jean-Pierre Richard, qui est un poète merveilleux. Et deux morts récents, Jacques Reda, dont je vous ai parlé hors antenne, qui est un grand poète, qui a été pendant 10 ans le directeur de la NRF, donc chez Gallimard, et qui a fait des choses magnifiques, qui était un grand critique littéraire également sur le jazz. Allez voir Jacques Reda, donc lui est peut-être même publié en poche Gallimard. Et puis je voudrais citer quelqu'un de bien moins contenu que ces deux-là, Pierre Lepère, qui était vraiment un ami, qui nous a quittés maintenant il y a 6 mois à peu près, qui était lui un des poètes maison de la Différence, les éditions de la Différence qui n'existent plus, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait des choses merveilleuses. Et si je devais donner un titre de l'œuvre poétique, parce que c'est d'abord été un romancier, vous voyez, vous me parlez tout à l'heure, Pichon romancier, non. Lepère a été un grand romancier. Dans l'œuvre poétique de Pierre Lepère, je citerai L'imprévu de tout désir. C'est chez Gallimard Le Chemin, vous savez, cette collection qui n'existe plus, qui était animée par Georges Lambrix. Ça doit dater des années 90 et c'est quelque chose entre... Ça m'a beaucoup rappelé le Paulina 1880 de Jouve, Pierre-Jean Jouve, quelque chose entre là encore le charnel et le mystique. Une sorte d'interstice qui me plaisait beaucoup. Allez voir Pierre Lepère. Vous me parliez c'est moi qui vous en parlais, d'André Chédid, puisque vous me dites que des zones. Donc André Chédid, dont le nom vous dit quelque chose, qui est la grand-mère de Mathieu Chédid. Mais qui était, c'est pas son seul titre de gloire. Non, mais pour citer éventuellement, qui est donc la mère de Mathieu Chédid. Non, comment il s'appelle? Donc la grand-mère de Mathieu Chédid, mais de la mère de Louis Chédid, qui a été également un artiste chanteur. Et donc André Chédid, on a partagé entre autres le même éditeur quand j'étais chez Flammarion, et c'est une femme magnifique, qui, comme vous le savez, avait des origines égyptienne, et donc il y a des titres magnifiques chez elle, et je vais vous en citer une qui est morte, et donc pour regarder quand même un peu un œil du côté des vivants, je vous citerai Vénus Corrigata, qui elle est libanaise, mais qui évidemment est parfaitement bilingue et qui maintenant ne s'exprime, sauf erreur de ma part, qu'en français. Ne publie en tout cas qu'en français. À ma connaissance, maintenant, avec des titres comme Au nom du jasmin, des choses comme ça, donc des choses faussement naïves, très jolies également, que les auditeurs pourront retrouver. Je pense qu'elle n'est pas forcément que chez Gallimard maintenant, il faudrait vérifier, mais en tous les cas, auteur exceptionnel. J'aurais pu vous citer Hélène Cadou, la femme de René Guy Cadou. Qui vous avez dédicacé un de vos livres. Exactement. Lequel? Exactement. L'éphémère en héritage, le deuxième de la plusieurs trilogie. Alors, parce que je l'ai vu sur un autre livre. À moins que ce soit mes éditeurs qui vous en parlent, parce que du coup, elle a fait partie de la maison de poésie. Et donc... D'accord. Hélène Cadou. Oui. Et
Eh bien, vous lui avez dédié Au basalte de l'âge. C'est ça, la première... à Hélène Cadou et au règne végétal. Oui. Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Parce que René Guy Cadou, donc, était son mari, qui appartenait à ce qu'on appelle l'école de Rochefort, après la Seconde Guerre mondiale, a écrit le recueil le plus connu de René Guy Cadou, s'appelle Hélène et le règne végétal. Et comme il est question dans mon recueil de la nature et de tout ce qu'elle peut être, d'avoir d'inspirante, je me suis dit qu'à Hélène Cadou et le règne végétal, on comprendrait à quoi je faisais allusion. Absolument. Alors évidemment, moi, j'ai pas la culture pour, mais déjà la dédicace, c'est joli. C'est ça. Je me suis dit, au moins le règne végétal, on comprend la limpidité de ce dont on va parler. Voilà à peu près pour mes amis. Donc, on a vu vos sentinelles du mes soir. admirations plutôt que mes amis, puisque mes amis, souvent, je les admire. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai un besoin absolument de les admirer, mais il y a cette idée que je suis fasciné par leur travail, que je trouve ça magnifique, etc. Et que... ils vous touchent. Ils me touchent, tout simplement. Donc c'est normalement ce que fait un ami. J'aime... Pas toujours, vous avez parfois des amis contraires, comme je les appelle, que vous n'admirez pas, mais qui vous fascinent. C'est pas tout à fait la même chose. Qui vous fascinent. Qui vous font grandir, mais pas... pas forcément. Qui vous fascinent par leur impudeur. Qui vous fascinent. Vous appelez ça les amis contraires. Oui. Parce que on peut aussi avoir des amis, des personnes avec lesquelles il y a une grosse différence, mais qui font grandir aussi, qui, en nous remettant en cause, nous montrent les limites. Ce serait plutôt des grands frères, alors ça. Ouais. Bon. Les amis contraires, c'est des gens que, pour rien au monde, vous ne voudriez imiter. Mais il y a une forme, alors je ne sais pas comment on va appeler ça, une forme de fascination, je vous dis, par leur impudeur, par leur culot, par des choses qu'ils ont écrites qu'ils n'auraient jamais dû écrire, vous voyez, des choses... et donc, pour autant, il y a quelque chose qui fait qu'il existe une sorte de trait d'union pour une chose, alors que 10 choses autour, non pas vous révulsent, mais vous contrarient, vous chagrinent, que sais-je encore. Alors, je vais vous taquiner, puisqu'on en est sur vos amis et vos amis contraires. Quels sont les poètes dont vous essayez de fuir le modèle ? Alors, j'en ai cité quelques-uns. Il va falloir choisir, parce que comme vous êtes capable d'écrire de longs livres, on va parler des poètes actuels. Peut-être que comme ça, les auditeurs retrouveront des noms qu'ils peuvent connaître. Tout ce que fait Denis Roche, par exemple, qui est un auteur qui a fait Le Mécrit, tout ce que les Telqueliens ont pu faire, ce que fait encore Christian Prigent, ça vous dit quelque chose? Il avait fondé cette revue TXT. Et donc là, on est dans l'écriture un peu, non pas automatique comme autrefois avec le nouveau roman, mais l'écriture mécanique, ils appellent ça. Jacques Roubaud, là on a vendu la poésie aux mathématiciens, etc. Tout ce qui est un peu, j'ai cité, même s'il y a de très beaux textes de Philippe Jacotet, toute cette poésie-là, qui peut être la poésie du quotidien, telle que vous l'avez appelée tout à l'heure, mais qui n'est pas sortie de sa vulgarité, ne m'apparaissent pas... je peux vous faire un poème sur la sortie des poubelles, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelque chose de... Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez employé le mot, il faut sublimer la sortie des poubelles. Quelque chose à sublimer. Poubelles, parce que sinon, voilà. Quelle que soit la couleur, qu'elle soit verte, jaune ou grise. On en parlait hors antenne. Moi, j'avais été frappée par un texte qui était donné à apprendre aux enfants sur le béton, qui était laid, en fait, qui écrasait... en plus, c'était donné en primaire, donc où les enfants ont encore un petit peu l'instinct du merveilleux. Et j'avais trouvé très triste qu'on donne à apprendre aux enfants une poésie qui écrase leur quotidien. Le sujet, c'était le béton et les embouteillages. Et en fait, vous m'avez expliqué que, effectivement, il y a aujourd'hui des poètes qui sont capables de sublimer même ceci. Alors Jacques Reda, Le bitume est exquis, 1984 de mémoire. Dire que le bitume est exquis, rien que... déjà, là, ça peut secouer nos auditeurs de Radio Courtoisie. C'est surtout cette image, parce que d'une chose
communément admise comme étant laide, le bitume, il va aller en faire une sorte de terrain vague d'herbes folles, d'herbes grasses, etc. Et donc on est parti, on ne reconnaît même pas le périphérique, mais on sait pourtant qu'on est sur le périphérique. Bon, c'est ça dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'on peut dire la laideur des choses, mais, et on peut la dire brusquement, mais on va être obligé d'aller quand même choisir ces mots pour en faire quelque chose qui prend distance. Voilà. Et c'est la force de la poésie, c'est ce que je vous disais en antenne. Ça peut être celle du théâtre, parce que je trouve qu'il y a... Oui, de la littérature, plus généralement, alors, mais... Vous avez fait la confession que vous ne lisiez ou quasiment que des essais. Bah oui, je reconnais... Mais à maxima culpa, mais... Alors, même dans des essais économiques ou politiques, vous avez des plumes plus ou moins réussies. Mais c'est vrai que moi, je suis passionnée. J'ai déjà un tempérament un peu rêveur, et donc ce que je lis est plutôt pour mieux comprendre le réel. J'ai déjà tellement de recul que j'ai pas besoin d'en prendre davantage. Mais voyez, par rapport à ce que vous dites, l'essai est devenu la forme majeure de la littérature en France. En France, oui. Alors bien sûr, vous me direz Montaigne, Pascal, Voltaire et même Paul Valéry. S'ils sont essayés, c'est le moment de le dire, mais ils avaient une œuvre à côté. Alors que maintenant, par un essai, ou plusieurs essais, qu'ils soient économiques, philosophiques, littéraires, vous pouvez faire carrière. J'ai horreur de ce mot-là, mais vous pouvez devenir un auteur. Et c'est ce qui me gêne, parce qu'il y a une forme de... Et je pense que ça se fait sous l'impulsion des sciences humaines, des sciences sociales. On prend la littérature par le biais... j'ai ma chouchoute à vous placer là quand même. Par le biais de la littérature, on va vous parler... j'ai peur. Non, j'ai pas peur. On va vous parler de... librement. Notre prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, nous a fait passer ses convictions politiques ou non religieuses à travers de ce qu'elle appelle une œuvre de littérature. Sauf qu'elle ne fait pas œuvre de littérature, mais elle fait œuvre de militantisme. Elle fait complot de sociologie. Bon. Et donc, les deux genres majeurs que sont maintenant l'essai et le roman biscornu, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de roman, on fait de l'autobiographie, de l'autofiction, tout ce que vous voulez, ont vampirisé tous les autres genres. Par exemple le théâtre, par exemple la poésie, etc. etc. Le théâtre, qui en tous les cas maintenant prend un risque, c'est évidemment le théâtre privé, on ne le dit pas assez, parce que vous savez, Armand Gatti aussi vous connaissez Armand Gatti, c'était lui se disait anarchiste, etc. Ça a été l'anarchiste le plus subventionné de la planète littérature au XXe siècle. Donc, c'est un paradoxe pour un anarchiste. Non, mais je veux dire, c'est ce que je vous dis. Il a eu tous les prix à peu près. Donc, et si vous voulez, ça me pose problème, parce que même quand on fait de la poésie, j'aime la cohérence idéologique, la cohérence intellectuelle, et donc aller raconter les pires saloperies à l'antenne d'une station publique, c'est facile. Vous savez ce que donc station financée par les impôts des Français, mais là on sort de la littérature, on passe dans la politique. Pas tellement. Vous me demandiez pourquoi il y avait très peu de poètes édités. Alors qu'ils soient de droite extrême, de droite classique. Mais alors là, l'art n'a pas de... C'est comme la foi d'ailleurs, n'a pas d'étiquette politique. On retrouve quand même des bataillons un peu plus chargés d'un côté ou de l'autre, mais normalement l'intelligence, la vraie intelligence ne s'encombre pas d'étiquettes politiques. Mais une fois que je vous ai rappelé que Peggy, Claudel, Saint John Perse sont de grands auteurs, Marie-Noël, vous allez me dire, c'est fini, son blog sur Mediapart, c'est terminé. Alors, il y a longtemps que c'est terminé, parce qu'on en a mis dehors. Et donc, contrairement à ce que vous croyez, je pense que la littérature in extenso, non. D'abord, la littérature, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les littératures sont également la possibilité de faire... Je parlais de messages de transmission. Et donc, quand vous transmettez quelque chose, vous transmettez forcément des valeurs. Et sur ces valeurs, ou à ces valeurs, sont nécessairement adjoints des notions de bien, de mal. Vous parlez d'un bien avec un grand majuscule, d'un mal avec un grand majuscule, en tous les cas, ne vole pas, on pourrait le transformer en poésie, si vous voulez. Tout le monde n'est pas forcément sur cette... on va vous dire, c'est bien de voler si tu n'as rien. Bon, c'est bien d'agresser les vieilles dames si tu as envie d'agresser une dame. Bon. Et donc je pense que la poésie aussi... C'est le syndrome Jean Valjean, ça, qui est un joli montage vous voyez ce qu'on en a fait. On en a quand même fait un grand livre. Non, mais derrière, je préfère Dumas à Hugo, si vous me ramenez sur ce siècle-là, parce que le vrai grand, pour moi, le vrai grand
on l'a traité de feuilletoniste, mais le vrai grand romancier, on pourrait les citer, hein, le vrai grand romancier de l'époque, c'est pas Victor Hugo, c'est Alexandre Dumas. Dumas père. Qui était peut-être plus indépendant ou moins dans les petits papiers des sujets politiques. Qui, à mon sens, avait un autre sens du récit que Victor Hugo. J'aime Hugo pour la poésie, le romancier me laisse un peu plus froid. Pardon de cette... Non, mais j'aime parler d'Hugo comme ça. Non, mais j'aime entendre... c'est un peu ce que je vous disais hors antenne. Normalement, lorsqu'on rentre dans une église, on peut aimer ou pas les vitraux, qu'on soit croyant ou non, sans savoir comment sont réalisés les vitraux. Et quand ou si, parce que le problème est là. Et rentre-t-on encore dans les églises? Sans connaître, tout à fait. Alors, j'ai témoignage, moi, de personnes ne croyant ni à diable, ni à Dieu, entrant dans les églises et ressortant en me disant, il y a quand même quelque chose qui se passe. À chaque fois, je réponds en riant, est-ce que tu veux que je te décrive ce qui se passe dans une église ou pas? Bon, en général, comme ce sont des amis, ils connaissent mes inclinations. Mais je pense que c'est pareil sur tout ce qui est littérature et les valeurs que vous voulez, que l'on peut transmettre. Les gens voient le beau. Il n'y a pas besoin de connaître les détails de cuisine ou le CV des personnes qui arrivent à ni même faire les grands percer ni même les grands auteurs. Alors, je sais bien que Valérie disait l'inverse, que c'est compliqué d'écrire ou de lire de la littérature, ce qu'on appelle de la littérature, pas forcément avec un grand L, mais avec quelque chose d'un peu écrit. C'est difficile de parler allons, d'Apollinaire si avant vous n'avez pas regardé un petit peu Rimbaud, Verlaine et puis Baudelaire. Bon, c'est certainement vrai dès lors qu'on se lance dans une sorte d'exégèse complète. Mais après tout, on peut aussi dire qu'Apollinaire, c'est c'est pas vraiment un alcool, ou alors un alcool pour Bibliothèque Rose. Vous voyez qu'à la même époque... Mais c'est un début, la Bibliothèque Rose. C'est une façon de s'initier à la littérature. Mais je veux dire par là que... Apollinaire comme me semble-t-il. Mais c'est pour les enfants à 45 ans, si vous en êtes encore à considérer la Bible. Je ne suis pas convaincu qu'Apollinaire soit pour les adultes. Donc, je veux dire par là qu'Apollinaire comme Rimbaud ont été dépassés, ou dès leur époque, ont été dépassés par leur image. C'est sympathique Apollinaire, mais ça manque quand même singulièrement, à mon sens, de matière... mystique, ça c'est sûr, mais même de matière purement littéraire. Et que certes, le Lagarde et Michard, il a fallu parler des boulevards, des autoroutes de la littérature, mais on a eu un peu tendance, par idéologie, oui, en France. Là, dans le Lagarde et Michard, je pense que malheureusement... Et depuis 1945, on en revient à Sartre, Camus et puis de Beauvoir, on a laissé tomber les sentiers vicinaux de la littérature, de la poésie, et c'est bien dommage, parce que sur ces sentiers vicinaux, vous apprenez bien plus de choses que sur les péages des autoroutes. Oui, et comme vous nous l'enseignez dans votre livre sur... J'enseigne rien. Non, mais voilà, je le dis aux auditeurs... pointu et moins pointu. En tout cas, pourquoi la littérature du vagin respire mal? Le titre est drôle, mais le livre est très, très enrichissant. Et notamment, moi, je ne savais pas justifier, parce que je n'ai pas la culture pour les raisons pour lesquelles... j'étais étonnée qu'on nous parle encore de Sartre, Beauvoir et le troisième, là, Camus. Alors Camus, il y a eu un échange entre Sartre et Camus qui est quand même intéressant à entendre, mais Sartre, moi ce que j'en ai lu, m'a pas du tout convaincu, ni sur le fond, ni sur la forme. Je retiendrai de l'œuvre de Sartre, les 60 pages, c'est pas beaucoup, qui s'appelle Les mots. Ça, vous le recommandez? Ah oui, oui. Et moi, vous savez que je l'utilisais pour m'endormir, c'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à dépasser la 3e page. Vous devriez quand même aller jusqu'au bout. Alors je suis une grande lectrice et ça me après lire, il a quand même écrire. Donc il y a 2 parties dans les mots de Sartre, lire, écrire, mais tout le théâtre de Sartre, toute l'œuvre de Sartre. Et Sartre m'a plongé dans des abîmes de réflexion en me disant, mais cet homme, pourquoi est-ce qu'on continue? On a des grands auteurs, on a des gens qui ont écrit de beaux textes, pour le coup, sur lesquels je suis tombée. En même temps que Sartre, en fait, il y avait d'autres auteurs qui étaient connus, qui écrivaient de beaux textes, même... en même temps que Sartre, il y a toute l'école des hussards. Textes que j'ai attrapés chez les grands-parents, vous savez, dans ces bibliothèques poussiéreuses, entre des numéros avec l'intégrale d'illustration, le Reader Digest qui a été apporté par des amis, voilà, il y avait des textes comme ça.
Et donc des vrais beaux auteurs qui ont complètement disparu, qui sont pas enseignés à nos enfants, et par contre on les assomme avec Sartre et Beauvoir. Teilhard de Chardin, par exemple. Que je n'ai pas lu, mais sur lequel j'ai vu des documentaires. Ouais. Voilà. La Vierge rouge, donc... Ouais. Et mon père, à moi, est un Veil. fan de Teilhard de Chardin. Ouais, il y a de beaux textes. Voilà. Mais il nous reste... il va falloir que nous concluions, cher Philippe, Ouais, parce alors, que 2 Thibaut secondes quand même, patiente. parce que vous m'avez branché sur Sartre. Sartre, de Beauvoir, Camus, ça ne vous a pas échappé, ils n'ont pas fait descendance. C'est ça, voilà. Il n'y a pas eu d'école. Il n'y a pas eu de descendance. Alors, je me suis dit, mais voilà, la littérature, quand elle est stérile, c'est bien qu'elle apporte rien au public. S'ils n'avaient pas été animés, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on met des machines aux morts pour qu'ils continuent à vivre. C'est pour ça qu'à la même époque, pourtant rejetée, je ne parle même pas d'André Fréniaud, mais toute cette littérature qu'on appelait des hussards, donc autour de, improprement d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas fait école, ils sont mis en régiment, mais ils n'ont pas fait école. Vous aviez Déon, Blondin, etc. Des gens qu'on ne lit plus, enfin, sauf de rares, même pas initiés, sauf de rares amateurs. Passionnés, oui. Ouais. Eux ont fait, pour le coup, indépendamment de leur volonté, école, puisque des gens comme Céreza de nos jours, des gens comme qui est décédé, qui était du pays de Chirac, là, aidez-moi. Ah non, je ne peux pas vous aider. Là, en littérature, cet non. Cet auteur très très connu, Van Caloert, etc., Didier Van Caloert, etc. Tous ces gens-là qui font une œuvre admirable sont très peu lus parce que pas dans la doxa que vous dites. Non, et puis aujourd'hui, en fait, le grand public, ce qui lui donne accès à la littérature, c'est le programme du bac, quelques émissions, éventuellement des films repris par les Américains. J'ose même pas parler des films repris par la télévision française parce que, je ne sais pas, ils ont le don inverse des alchimistes. C'est-à-dire qu'ils transforment l'or en boue. Donc... et sur notre jeunesse, puisque vous disiez l'école, etc., notre jeunesse, elle est à l'image de notre vie d'adulte. C'est-à-dire que moi, j'en voudrais jamais aux jeunes qui n'ont pas lu, si les adultes eux-mêmes n'ont pas lu, si leurs professeurs n'ont pas lu, etc. Et donc, je pense qu'il est... Alors, je sais pas, moi je pense, mais je suis un affreux pessimiste. Je pense qu'il est trop tard. Comme beaucoup de poètes. Hein. Ouais, je pense qu'il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. C'est vrai? Non, jamais. On va pas aborder ça, mais démographiquement, il serait déjà trop tard. Mais ça nous emmène trop loin. Ça va être compliqué de défendre la civilisation française, j'en sais rien. En tous les cas, la culture française. Ça va être difficile. On est dans la transmission, c'est un passage par le feu qui se fait d'ailleurs naturellement. C'est une guerre, c'est pas une transmission, c'est une guerre. Évidemment, il y a une guerre, mais ensuite il y a un phénomène de transmission, c'est-à-dire qu'il y a une guerre dont on parlera avec le travail que fait Thibaut de Chassé et sa librairie française. Mais j'ai l'honneur d'être dans cette librairie, au moins pour le cas Céline. Mais on ne peut pas tout transmettre. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont précédés sur des siècles nous ont transmis des trésors extraordinaires. Et il faut que nous les archivions pour que les générations d'après les redécouvrent. Or, aujourd'hui, les destructeurs de la culture française veulent même détruire nos archives, donc priver les générations futures du recours à ces trésors. Les destructeurs viennent de France. Mais ils ne veulent pas. Mais on ne peut pas en plus transmettre à chaque génération. On est obligé de filtrer, de faire des tris, et dans 2-3 générations, ils redécouvriront ce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont aimé. Mais on ne peut pas tout transmettre, en fait. D'abord parce que le monde dans lequel grandit notre jeunesse n'est pas celui, ni le mien, ni celui de mes parents, et encore moins des grands-parents. Et les combats qu'ils ont à mener nécessitent des armes qui ne sont pas celles qui étaient utilisées par notre génération, que ce soit sur le plan intellectuel ou politique. Vous êtes jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un vieil auteur. Et pardon. Déjà, à mon époque, j'ai eu la chance ou la malchance de grandir en Seine-Saint-Denis, donc d'avoir fait grosso modo l'école primaire à la fin des années 70 et d'avoir fait le collège dans les années 80, etc. Le combat était déjà en cours, pas perdu, mais en cours. Mais c'est ce que... alors rien n'a été fait. Ben oui.
Donc comment vous pouvez vous plaindre de perdre une bataille si vous n'avez jamais mené? J'étais trop petit pour... Non, mais vous, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la contre-révolution dont Thibaut de Chassey est un visage, ils ont été minoritaires et peu relayés. Il n'y a pas eu de bataille. Ce que, pour être dans un champ plus actuel, ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, c'est le fruit de 40 ans de combat, de vrais combats. J'entends souvent les territoires perdus de la République. Ils ne sont pas perdus, ils ont été conquis, c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut se reconquérir. Hein. Il y a vrai. bien eu une reconquista, donc ça peut arriver plusieurs fois dans l'histoire. C'est le pays des miracles. Oui, je vous égare. Bon, oui, parce que là, on part sur le champ politique et là, je peux me déconcentrer très vite. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous préenregistrons donc cette émission du Libre Journal de la Liberté de Penser que vous entendez donc le 20 novembre 2024, mercredi. Exceptionnellement, ce ne sera pas mon amie Clara Schneider, trop prise sur le plan professionnel qui la dirigera, ce sera donc moi, Anne-Laure Mahler. Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités que vous ne connaissez pas dans cette émission, puisque je crois que Philippe Pichon n'est jamais venu au Libre Journal de la Liberté de Penser. Il est venu à la plus grande France chez moi, mais pas dans le Libre Journal de Clara. Et puis en fin de partie, donc d'ici 1h et quart, vous entendrez Thibaut de Chassey qui nous parlera des éditions et librairies indépendantes. Alors, nous allons tout de suite passer à Philippe Pichon. J'ai titré votre partie d'émission, cher Philippe, 40 ans de poésie et de littérature, quand la délicatesse du poète cisèle la flèche du chasseur d'illusions. Et pour que les auditeurs se rendent compte à quel point vous avez joué et eu une mauvaise influence sur moi lors de la préparation de l'émission, la partie de Thibaut de Chassey a été intitulée Édition et librairie indépendante, véritable archer de la guerre culturelle. Donc, Philippe Pichon, vous corrigerez la petite présentation que je fais. On ne peut pas corriger quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi léger, ça commence très fort. Vous êtes poète, romancier, chroniqueur, critique littéraire, et c'est par là que je vous ai découvert pamphlétaire. Nous citerons vos œuvres au fil de l'émission. Alors je vais vous corriger tout de suite sur romancier. Oh. Prosateur certainement, romancier non. Non. Quand on connaît les grands noms du roman, je n'ai pas cette ambition, je n'ai surtout pas cette prétention. Et ce qui traite toujours... Bon, on reviendra au détail parce que si je fais des sorties dès maintenant, nous ne suivrons pas le plan, en tout cas les sujets que je souhaite vous entendre traiter. Vous êtes, j'ai noté sur ma petite fiche, accessoirement policier à la retraite et lanceur d'alerte. Pas accessoirement, j'ai vécu, j'allais vous dire, 20 ans d'une expérience folle dans la police nationale, avant de m'en faire débarquer par Nicolas Sarkozy, pour m'avoir collé l'étiquette de lanceur d'alerte, ce que je ne suis absolument pas. J'aime les choses précises, on en reparlera pour la poésie, et donc j'ai refusé d'exécuter des ordres illégaux, ce qui ne fait pas du tout moi un lanceur d'alerte, mais je me suis fait débarquer en effet de la police nationale il y a quelques années maintenant. Ce qui vous a valu les hommages de personnes qui sont normalement des adversaires féroces. Et même de Mediapart. De Radio Courtoisie. J'ai sur un malentendu. Libération et Mediapart, mais parce que vous avez été libre jusqu'à ce point. Alors, je suis très fier de Libération, pardon, je vous interromps puisque vous me branchez sur le sujet. J'ai eu la DER de Libération. Entre un grand rocker et puis une petite starlette française, donc c'est vous dire quand même que je suis fier de cette DER qui s'appelait Poulet grillé. Oui. Et comme j'aime les mots, ça m'a fait beaucoup rire. C'était plutôt bien tourné. Moi je vous ai découvert
dans le Libre Journal de la plus grande France par votre dernier ouvrage paru aux éditions du Verbeau qui s'intitulait « Pourquoi la littérature du vagin respire mal, les daltoniennes de l'écriture inclusive », où j'ai découvert un auteur qui a une jolie plume acérée, normale pour un pamphlet. Et surtout, ce livre, outre qu'il déboulonne méticuleusement un certain nombre d'idoles de la littérature dite féminine, est extrêmement instructif et donne au grand public et aux personnes qui ne sont pas férus de littérature, des clés de compréhension et une piste d'enrichissement, j'allais dire un vernis culturel. Et donc, je recommandais à l'époque chaudement votre livre, à la fois pour les combattants dans la guerre culturelle, mais aussi pour ceux qui veulent s'instruire. Et j'ai testé votre livre auprès de 2 professeurs de français qui l'ont adoré. Pour justement tout ce qu'on peut apprendre à la lecture de ce livre qui est finalement somme toute réduit puisque vous avez même pas 180 pages concernant le livre lui-même. Mais je vous interromps, c'est tout sauf un précis de littérature. Hein. Non, c'est pas un précis de littérature et donc il se veut pas didactique, il se veut drôle. C'est drôle et pour ceux en fait qui sont un peu effrayés justement par les précis de littérature, là vous apprenez en vous amusant. Voilà, donc c'est pas du divertissement parce que vous frappez fort un certain nombre d'auteurs, mais on apprend énormément en s'amusant et vous couvrez notamment, pour ce que j'en ai compris, la littérature du XXe siècle qui sert aujourd'hui de racine à un certain nombre de trissotins qu'on voit sur les plateaux de télévision. Et donc, vous nous permettez, quand l'instinct nous dit que ce poète ou ce soi-disant grand auteur est en train de nous raconter des salades et que nous ne sommes pas certains de la qualité de sa plume, eh bien, par votre ouvrage, le quidam moyen en fait se sent consolidé et rassuré en se disant non mais ce n'est pas juste le fruit de mon ignorance. Effectivement, quelqu'un qui connaît bien la littérature a jugé que effectivement cet auteur était mauvais. Alors je ne sais pas si je la connais bien mais je la vis. Et l'idée du livre c'était de dire peut-être il faut décorréler le mouvement féministe de la littérature féminine, à charge pour ceux qui en parlent de la définir, parce que précisément, et c'était l'objet de notre long entretien la dernière fois, il n'existe pas de littérature féminine, pas plus qu'il n'existe une littérature masculine. Exactement, il existe une littérature avec des auteurs, femmes ou hommes. Point. Exactement. Femmes ou hommes. Et voilà, à la faveur de nos échanges, il se trouve que vous fêtez cette année vos 40 ans d'édition. Je l'ai fait bien. De publication. Et j'ai le plaisir, je suis très heureuse de vous recevoir pour commencer ces festivités. Voilà. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors, 40 ans de publication de littérature, la première chose qui m'a fait sourire, donc pour préparer l'émission, je me suis plongée dans vos recueils de poésie, qui n'est pas la littérature que j'ai l'habitude de lire, parce que par passion, je lis plus des essais, des sujets économiques et politiques. Et je tenais à faire... Alors, d'abord, vous êtes un poète, un auteur reconnu. Vous avez reçu de nombreux prix. C'est important pour et puis pas forcément le prix du point BHL, ce qui permet aux auditeurs... ni celui de Mediapart, qui permet aux auditeurs simplement de souligner qu'il existe un monde de la poésie et de la littérature qui est bien vivant, avec des artistes qui savent reconnaître en fait les talents. Il ne s'agit pas de se reconnaître entre soi, mais de reconnaître les talents, même des personnes qui seraient extérieures aux habitudes, au clan, aux familles, voilà. Et puis aux personnes qui sont nées avec du talent dans leur berceau, il y en a. Et votre poésie est une jolie poésie contemporaine qui est accessible à tout le monde.
Et c'est la première réflexion que je me suis faite en lisant vos travaux, c'est de me dire, mais vraiment, il y a dans la poésie les mêmes difficultés que dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une poésie de surface qui nous est donnée à voir, qui est peu séduisante, et puis toute une vitalité de la poésie française, qui est héritière d'ailleurs de notre grande littérature. Et pour moi, vous faites partie d'une figure, d'une de ces incarnations. Voilà, peut-être modeste, je n'arrive pas à vous situer, je n'ai pas la culture pour, mais en tout cas, voilà, grâce à vous, j'ai renoué avec cette littérature contemporaine française, la poésie. Comme un autre poète que j'ai eu le bonheur de découvrir pour le service des auditeurs de Radio Courtoisie, évidemment, il y a une forte sensibilité, une jolie plume, et vous arrivez à rendre beau le quotidien. Voilà, donc on le trouve dans vos poèmes. La question que je me suis posée, c'est en fait, vous écrivez tous les jours, donc la poésie fait écho à ce que vous avez observé ou vécu dans vos journées. Alors d'abord, comme vous me créditez d'un brin de plume et d'un peu de talent, j'ai un peu de talent parce que je n'ai pas de génie, contrairement à d'autres. Le vertige de la page blanche, je ne sais pas ce que c'est. J'entends beaucoup de confrères, si tant est qu'il y ait une confrérie poétique, dire j'écris de 6h à 8h. Moi j'écris quand l'inspiration vient, etc. Ou ne vient pas, en me forçant un petit peu, en travaillant les textes. Et votre question, c'était est-ce qu'il y a une filiation, évidemment. Et la filiation, elle est très loin de cette poésie intellectualiste, ce qu'on a appelé la poétique, c'est-à-dire pour commencer par être désagréable avec quelques poètes, très loin de ce qu'on a appelé les oulipiens. Vous savez, l'oulipo. Non, je ne sais pas. Donc l'ouvrard de la littérature potentielle, des gens comme Roubaud, etc., etc. Très loin de ces gens qui ont un public, c'est pas le sujet, qui sont 1000 fois plus connus que moi, c'est pas le sujet non plus. Très loin de ces gens comme Philippe Jacotet, Michel Deguy, tel quel, Solers, etc., qui a produit également des poètes comme Denis Roche, etc., pour revenir ce qui est mon essentiel à moi, qui est l'émotion. Et pour ça, je me suis mis, non pas dans les traces, ni dans les pas, ni dans les traces de grands noms qu'on va évoquer, mais peut-être en dessous, parce que quand je les lis, je ne peux plus écrire. Je pense évidemment à ce poète Carrefour, Baudelaire, pour le 19e siècle. Je pense évidemment à Verlaine plutôt qu'à Rimbaud. Je parle à Mallarmé, je pense à Mallarmé qu'on a informé un peu faussement dans cet hermétisme politique. Et puis il y a eu tous mes compagnons de route, j'allais vous dire, des gens qui m'ont... Les sentinelles du soir, c'est le terme qu'utilisait Élie de Saint-Marc. Oui, Quels sont vos sentinelles du soir, ces hommes qui vous ont nourri? Les compagnons de chevet. Voilà, c'est ça. Il y en a trois, vraiment, trois. Saint John Perse, pour ce lyrisme ample. Vous avez d'ailleurs fait un essai sur oui, Saint John alors Perse. Modeste étude qui a été publiée, parce que c'est pour moi d'abord quelqu'un qu'on ne lit plus, qu'on enseigne peut-être encore, mais voilà, qui est un homme pleinement du XXe siècle. Il y a Marie-Noël, que vous connaissez à l'ombre de sa cathédrale d'Auxerre, qui est une poétesse du début du XXe siècle, qui a fait beaucoup de choses, les chansons et les heures, et donc des choses dans la veine d'un Peggy, par exemple. Et puis, il y a surtout également mon mentor, vous allez me dire, je ne connais pas, ou peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Pierre Auster, qui lui a fait des poèmes comme Le sang des choses ou 29e poème, qui est décédé maintenant, qui était né en 1933 ou 1935, et que j'ai rencontré un jour à la maison de poésie de la rue Balue. Vous savez, la maison de poésie de Paris, c'est au siège de la SGDL, donc dans la rue Balue, dans le je ne me rappelle plus l'arrondissement. Vous aviez donné l'adresse sur une des notes, je vais la retrouver. D'accord, peu importe. Et qui avait découvert les petits poètes, les petits poèmes un peu naïfs que j'avais fait publier, en fait, que les écoles avaient publié, puisque vous l'avez rappelé, mon premier poème, c'est 1984. Et il avait trouvé qu'il y avait une sorte de candeur, de fraîcheur, de naïveté, que sais-je encore. Et on a discuté, il a trouvé que j'aimais la littérature, que je m'intéressais à la littérature. Vous aviez quel âge quand ce premier poème ? En 1984. Alors, pour ce premier poème publié, j'étais en 3e. Parce que mon premier poème, c'est votre tout premier poème, CE2. Les éditeurs nous écrivent 7 ans. C'est ça. Vous aviez 7 ans. Donc vous êtes vraiment un très vieil auteur. C'est ça, absolument.
Et hélas, 7 et 8 ans, puisque c'était un petit concours qu'organisait la mairie de Neuilly-sur-Marne. Et en réalité, 7 ans est un âge que je tente d'oublier, qui correspond à mon viol, pour tout vous dire. Oui, j'ai vu qu'il y avait un ouvrage là-dessus. Alors, je ne voulais pas vous embêter je vous le avec... dis parce que je pense que ouais. Vous m'embêtez pas, parce que ça a été évidemment le déclic, le déclencheur. Et donc, ça a été pour moi, pour combler l'abîme, la brisure, oui. La brisure, la nécessité de tenter de la colmater, même si on ne la colmate pas. Donc, en s'intéressant, l'autre jour, vous me le disiez quand on s'était rencontrés la première fois, j'ai tout lu de la bibliothèque de mon père, qui n'avait pas forcément que des bons ouvrages, mais peu importe, il y avait cette avidité, ce besoin de s'accaparer du beau. Et donc, assez naturellement, la poésie. La poésie, puisque c'est quoi le beau? C'est agenouiller l'âme. Et donc, pour me remettre, si tant est qu'on s'en remette, aller voir la poésie. Et donc, donc en fin CE2 ou en troisième, la rencontre de Pierre Auster, qui va me mettre en contact avec quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'émission, qui s'appelle Jean Breton, qui avait les éditions Saint-Germain-des-Prés, et qui m'a donné la possibilité de publier mon premier recueil, Ombre Close. Et de là, le souhait de participer également à des concours littéraires, etc. Et donc, vous ont porté en fait vers les concours, qui sont importants parce que en fait, les concours littéraires sont déjà un exercice pour le poète, parce que la vocation du poète, pas pour tous, mais en fait, c'est aussi que sa poésie et son âme soient entendues par d'autres. Donc il faut pour ça avoir le courage d'être publié. Exactement. Voilà, se mettre en avant. Se mettre sur la place et donc publique. ces personnes vous ont porté un petit peu, poussé un petit peu en avant. Absolument. Et donc aussi cette idée de maîtriser un petit peu son ardeur par des règles de prosodie. Mais il y en existe également dans la prose, on appelle ça la syntaxe. Et donc, très rapidement, je me suis dit, si on te dit que c'est artificiel, en réalité, c'est pas artificiel, ça doit devenir alexandrin. Alexandrin doit devenir une sorte de fleuve. Et donc, laisse-toi quand même porter par ton émotion, oublie la prosodie dans un premier temps, quitte à retoucher un petit peu ton émotion. Après. Exactement. Parce que le premier jet... à faire quelque chose de plus musical. Alors pas forcément musical, parce que ça, l'image, est trop fréquente. Oui, la métaphore et l'image est souvent trop fréquente au point peut-être d'obscurcir le texte, mais en tout cas de se maîtriser sur des retours à la ligne, des formes un peu obligées, des passages obligés que sont le sonnet, etc. Et donc vraiment canaliser son émotion, mais sans la tarir, et aller vers quelque chose de plus fluide, de plus... Donc, c'est pour ça que j'ai pu être touchée par vos poèmes, alors que ils ne sont pas... Voilà, c'est pas travaillé comme quand on lit des alexandrins ou des textes qu'on retrouve, on en parlait en antenne dans l'anthologie de Georges Pompidou, qui est un bon point d'accès pour le Pékin moyen à la poésie. Mais vos poésies touchent, parce que c'est un langage précis, actuel. Il y a un rythme, donc il y a des belles images qui nous sont suggérées. Mais pourtant, j'ai fait cet exercice, je me suis dit, mais c'est joli, mais pourtant, c'est pas en alexandrin, c'est pas... Et il y a une forme de musicalité, effectivement. J'aimerais écrire en poésie ce que fait Gracq dans le roman. Vous voyez, c'est un peu ambitieux, parce que si vous allez dans des textes de grands auteurs, je pense à Céline. Eh bien, on le sait maintenant à force de l'étudier, dans le voyage au bout de la nuit, il y a des passages entiers écrits en alexandrin, dissimulés dans la prose. Et c'est ce que j'ai voulu bien modestement faire avec l'ouvrage que vous montrez là au basalte de l'âge, glisser partout des alexandrins. Vous pouvez... sans que le lecteur ne s'en rende compte. C'est pour ça qu'on arrive quand même à avoir une forme de musique. Absolument. Je comprends maintenant pourquoi j'ai été... parce que la poésie sans rythme... c'est plus de la poésie. Qu'on nous donne à lire aujourd'hui, moi, ne me touche pas. Oui, alors vous avez de la poésie pourtant ultra... J'essaye de pas jouer les précieuses ridicules, c'est-à-dire... de laisser sa chance à l'auteur. Mais je n'arrive pas à être touchée par cette poésie. Et pourtant, la vôtre,
on n'a pas de forme fixe et on se laisse toucher. Est-ce que vous m'autorisez à lire? Alors, celui de votre choix. Celui de mon choix. Alors, je ne peux pas tout vous lire, hein, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'en profite pour remercier l'éditrice, qui n'est plus éditrice, hélas. Ça appartient à une trilogie aux éditions Prolégomène. Prolégomène. Dans un format à l'italienne que j'aime beaucoup. Avec une jolie illustration. Exactement. Donc là, c'est un texte que vous trouvez dans Au basalte de l'âge, le premier tome. C'est ça. Que vous avez eu un deuxième tome. Donc, pas pris au hasard, hein, tout à fait, chers auditeurs de Radio Courtoisie. C'est-à-dire que j'avais un certain nombre de poèmes qui m'ont touchée. Et donc, après, j'ai fait presque un tirage au sort parce que je ne pouvais pas tout lire et je ne pouvais pas tout... Je ne savais pas quoi choisir. Après la crête m'attend toute finalité. À la gravir s'émousse mon haleine, brûlure des espérances déçues, sans cesse renouvelées. Vous scellez ma lèvre d'une plaie vivante. Encore un pas encore. Surgissent toujours un versant, une pente, mur d'horizon qui dissimule les paradis des rêves exaucés. Plus d'autres perspectives que cette immobilité d'un bonheur comblé. Terre conquise de haute lutte, demeure au mur de granit qui m'enserre, vêtements longtemps portés. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce texte-là m'a touchée. Alors, je ne le lis peut-être pas, je ne fais pas honneur à votre texte par ma lecture. Après, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit vous qui lisiez votre texte. Je suis venu avec deux textes que vous me permettrez de lire, dont un qui est inédit et qui devrait sortir peut-être chez Sylvain Durin, également au Verbe Haut, dans un recueil qui s'appelle « S'approcher du silence et mourir comme l'on sautait », s'approcher du tyran et mourir comme l'on sautait. Et ce que vous venez de lire, ça répond quand même et ça figure, ça correspond parfaitement à ce que j'essaie de vous expliquer. Mon face-à-face avec la nature a donné naissance à ce lyrisme retenu, contenu, que j'avais trouvé chez les plus grands, Saint-Jean-Perse, Claudel, Pierre Auster et d'autres, Jouve, etc., donnant naissance à une sorte de collaboration où le nom de Dieu n'est jamais prononcé, mais sa présence présupposée à la nature, etc., et qui s'exprime en versets et non pas en rime nécessairement classique. Donc une poésie de facture classique, c'est ce que vous dites, mais avec des formes ou avec une musicalité assez inventive. Voilà ce que j'ai voulu faire. En tous les cas, sur ces trois recueils qui font partie de la trilogie que vous avez cité, Au basalte de l'âge, L'éphémère en héritage et La joue parasée de la solitude, comme moi aujourd'hui, parce qu'il y avait cette idée qui est dédiée à James Sacré, qui fait partie des grands auteurs que j'invite nos lecteurs à lire, qui est toujours un poète vivant, parce qu'on a l'impression que tous les poètes sont morts. Oui, c'est ça, mais comme on nous montre des grands musiciens, ils sont tous morts, et il existe aujourd'hui des grands musiciens, des grands compositeurs. Et des grands poètes qui sont vivants, bien vivants, et qui continuent de créer. Et qui sont, qui sont parfois dans de grandes maisons d'édition, etc., qui ont derrière eux 50, 60, 80, que sais-je encore, recueils derrière eux, et qui représentent même la France dans tous les pays francophones, etc. Donc, c'était aussi cette idée que, depuis le viol dont on a parlé, ma solitude nourrit une œuvre étrangère aux modes, vous l'avez dit, et que le silence, j'ai été pétri de silence, la possibilité de parler de cet événement, etc., mais que le silence n'est pas forcément le taire. Le silence, chez moi, avait la parole. Et je me suis dit, fais quelque chose de ça, ne reste pas sur cette expérience, en tous les cas négativement sur cette expérience, non pas qu'on puisse la transformer positivement, mais renaît et donc crée quelque chose de cette expérience. Et je crois que de cette expérience est né non seulement le goût de la littérature, mais la possibilité, certes modeste, de créer quelque chose par l'écrit. Un univers. Alors, on renoue avec la mission du poète qui est de sublimer le réel, voire le laid. Oui, Baudelaire donc, encore. Ce qui fait que quand les poètes cultivent le lait, eh bien malheureusement... C'est que la vache n'est pas loin. Le public aussi, en fait, quand on s'approche de la poésie, c'est pour retrouver du beau. C'est comme pour entrer dans une église, pour trouver du calme, un moment intemporel de beauté. Et donc, effectivement, lorsque les poètes qu'on nous met en avant, ce sont des gens qui cultivent le lait, la destruction de la langue française, on ne peut pas rentrer dans cette poésie. En fait, même en étant ignorant,
C'est comme l'art contemporain, on peut pas aimer cet art torturé. Bien que les poètes puissent être torturés, Mais pour en faire quoi? Mais après, voilà, ils nous aident à surmonter le lait. C'était mon propos liminaire de vous dire, moi, les poéticiens, donc les gens qui ont, comme les structuralistes, etc., tellement travaillé les formes, déstructuré la poésie, ne m'émeuvent pas. Alors peut-être que le travail, comme les linguistes l'ont fait, Jacobson et d'autres, avait une... Mais c'est laborieux. C'est surtout que ça sent le travail, ça sent l'intellectualisme. Et donc, quand ça ne m'émeut pas, vous parlez d'art contemporain, j'ai pas besoin qu'on me mette des sous-titres à une œuvre. Je parle de l'art pictural, là. Soit elle me parle, elle m'émeut, éventuellement je lui communique quelque chose en retour, j'en sais rien, une sorte d'échange, si tant est qu'une toile réponde ou vous réponde. Une forme d'interaction. Exactement. J'ai horreur dans les musées d'art contemporain des longs textes et des articles de presse que je ne comprends pas la plupart du temps. Même le bleu clin, vous savez. Moi, je vois peut-être une piscine, je vois le ciel, je vois ce que je veux. Je vois vous qui êtes tout en bleu aujourd'hui. Mais j'ai pas besoin qu'on me dise Klein a voulu dire qu'il l'a décliné après. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est de la technique. Oui. Et parfois même, ça sent le travail. Et quand j'essaie de faire un texte, et quand on me dit il y a du métier, alors là, c'est complètement raté. Ça vous fait peur? Ah bah complètement, parce que même quand des poètes me disent là, tu as vraiment bien travaillé la scansion, la musicalité, je me dis, mon Dieu, c'est terrible, parce que si on voit l'arrière-boutique, la cuisine. Quand je vais au restaurant, moi je me fous de savoir ce qui se passe en cuisine. C'est comme la haute couture, on ne veut pas savoir quels sont les détails qui ont amené à l'œuvre d'art. Et donc, je pense que la poésie, c'est pareil. Je pense que ça l'est pour des arts mineurs comme ça, comme le théâtre également. Ce qui s'est passé dans les coulisses, je m'en moque complètement. Vous avez écrit une pièce de théâtre? Oui, qui pour l'instant n'a pas été, qui était lue encore en dormance. Mais qui était en dormance, très beau. J'ai eu une petite touche. Elle n'a pas été créée encore. Elle n'a pas été créée. J'adore cette expression. Elle n'a pas été montée, si je puis me permettre. Mais il y a eu une lecture publique de cette pièce qui s'appelle Scène de crime, qui serait quelque chose entre Ionesco Beckett et puis Claudel. Vous voyez que l'écart est important. Qui sera le héros de votre prochaine publication? Claudel? Non. Alors la prochaine publication, non. On attend pour 2025, le bébé 2025. Le bébé 2025, alors même 2024, mais Sylvain Durin est en retard. C'est pour décembre. Donc nous l'aurons pour Noël, le bébé. J'espère. Pour la crèche, qui s'appelle, puisque le BAT a été fait, etc., Des années Solex aux minutes McDo. Ah non, et du coup, vous ne parlez pas de Claudel. Pourquoi j'avais en tête que vous nous... Parce que pour 2025, vous pensiez à Envisager Dieu où il y a Claudel. Oui, voilà. Toujours trompé de bébé. Toujours, ce seront des jumeaux, toujours chez Sylvain Durin. Et donc là, Claudel, mais avec d'autres, où je reviendrai très largement sur, bien qu'étant agnostique, le titre Envisager Dieu, il y a quelque chose, alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la maladie, est-ce que c'est la mort qui arrive, je ne peux pas vous dire, il y a quelque chose qui fait que... Ou la grâce qui travaille. Quelque chose fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on nous prend la main. Oui. Et que faut accepter cette main. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du chemin, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et donc, sous un noisetier, se dire, regarde comme c'est joli, ces feuilles qui tombent, etc. etc. Et que même s'il n'y a pas appelons l'autre, appelons l'ailleurs, etc., appelez-le comme vous voulez, il y a quelque chose qui fait... Moi, je lui donne un nom, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Vous lui donnez un nom. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en effet, la beauté avec un grand B tombe comme ça, et que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des horreurs, elle est là. Voilà. Et donc, c'est l'objet du... Je ne peux pas vous dévoiler, mais vous me réinviterez. C'est sûr. Le livre est directement lié à une correspondance avec Charlotte Dornelas, que vos auditeurs doivent connaître, sur le fait que, c'est un peu le pari de Pascal, quoi qu'il arrive, il faut croire. Parce que si vous croyez, mais qu'il n'existe rien,
c'est pas bien grave. C'est pas grave. Voilà. Mais s'il existe quelque chose et que vous n'y avez pas cru, voilà. Et donc je suis parti de cette idée. Et surtout, je pense que encore par les temps qui courent, vous pouvez ne pas y croire parce que vous avez une vie qui peut justifier que, en tout cas, des passages de votre vie qui vous ont fait toucher au mal et donc à l'absence de présence de bien. Et puis notre culture aujourd'hui n'aide pas à porter la foi, mais cette présence et cette chose qui est à l'œuvre, en fait, c'est moins de ne pas croire en sa présence que d'agir contre lui, de faire le mal. Vous avez raison. C'est de faire le mal. Ouais. Et ça, il existe des gens qui font le mal absolu. Que vous ayez exercé votre liberté, soit par ignorance, soit par blessure, pour l'instant, de ne pas croire, c'est une chose qui vous sera sans doute pardonnée. Mais là où la négociation va être plus compliquée après la mort, c'est si vous avez délibérément choisi le mal. Alors, 2 choses. En sachant que vous blessiez. Sur ce que vous venez de dire, croire en rien est impossible. Oui. Et 2, cette lente maturation. J'en suis, pour faire court, au pilier de Claudel. Vous voyez, je suis appuyé sur le pilier et je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis au pilier. Puisqu'il a fallu plus de... Ça